Les populations du Tonkui attendent avec impatience la visite du président de la République prévue du 1er au 4 mai. Le chef de l'État va visiter plusieurs départements. Les préparatifs dans cette édition. La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail est célébrée ce dimanche. L'accent est mis cette année sur la prévention. En Algérie, le président Bouteflika a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Son état de santé évolue bien selon ses médecins. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, va effectuer une deuxième visite d'État dans l'ouest de la Côte d'Ivoire du 1er au 4 mai. Cette fois, c'est dans la région du Tonkui. C'est le Tonkui donc qui est à l'honneur. Les populations avec à leur tête le président du conseil régional, le docteur Albert Mabri-Touakeus, s'organisent pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Michel Digré est l'un de nos envoyés spéciaux dans l'Ouest. Michel, vous qui êtes dans la région du Tonkui depuis 48 heures, comment est-ce que les populations perçoivent la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans cette région, visite qui sera précédée d'un conseil des ministres le 2 mai à la préfecture de Mans? Oui, effectivement, c'est dans la salle de réunion de la préfecture de Mans, située juste derrière moi, que se tiendra ce jeudi le Conseil des ministres. Le scoop avait été donné la semaine passée au cours d'un meeting de campagne par le docteur Albert Mabri-Touakeus. Beaucoup de personnes avaient pris l'information avec des pincettes, mais le doute s'est dissipé lorsque les services de la présidence de la République ont confirmé la tenue effective de ce Conseil de ministres ici à Mans. Il faut le dire, c'est la première fois sous l'ère Alassane Ouattara qu'un conseil de ministres de ce genre se tient en dehors d'Abidjan et de Yamoussoukro. Cette initiative témoigne de la volonté du gouvernement de rapprocher l'exécutif des populations de l'intérieur du pays. Ce conseil des ministres se tient également dans le cadre d'une visite du chef de l'État dans la région du Tonkui. Après les régions du Cavali et du Guemon, le président de la République avait annoncé venir ici dans la région du Tonkui rencontrer les populations. La confirmation de cette promesse ici soulage les populations qui en profiteront pour présenter leurs préoccupations au chef de l'État qui donnera sûrement ses solutions pour la reconstruction de l'ouest du pays après une décennie de crise. Une dizaine de milliards a déjà été investi dans la région du Tonkui, mais beaucoup reste à faire au vu des attentes des populations. Voilà, nous étions en direct de Mans avec notre envoyé spécial Michel Digré. À l'ouest, on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière pour ce qui est de la mobilisation et puis des travaux à réaliser pour cette visite. Mais le président du conseil régional rassure. Les populations, quant à elles, ont très envie de voir leur président. Le constat est signé Alvarassa, un autre de nos envoyés spéciaux. Bon, je suis très heureux puisque le président doit arriver ici le près jusqu'au 4. Je suis très content. Toute la population de Zone et on l'attend. Les populations de la région du Tonkui sont donc heureuses de recevoir le président de la République Alassane Ouattara. Elles sont heureuses parce qu'il s'agit du premier des Ivoiriens et surtout parce que certains de leurs problèmes vont trouver des solutions. Pour nous, c'est la propriété qui veut nous tuer ici. Il n'est qu'à nous aider pour qu'on ait qu'à avoir un peu d'argent pour faire les activités. Les travaux pour recevoir le président de la République sont menés depuis quelques jours. Les populations s'organisent également, mais la vitesse de croisière n'est pas atteinte. Tout se passe bien, je dirais non, mais tout finira par se passer bien parce que nous avons l'expérience de ces visites, le délai que nous avons pour nous préparer et notamment la mise en route des différentes commissions nous met aujourd'hui sous pression parce qu'à 5 jours, les travaux notamment de route, d'eau, d'électricité, de salubrité restent encore à faire. Mais depuis 24 heures, les choses ont commencé à bouger. Nous-mêmes, nous avons pris des initiatives ici.
Le président du conseil régional ajoute par ailleurs que l'on parlera certes de développement du Tongkpi, mais les populations vont recevoir dignement le président de la République selon la tradition de la région. Voilà les populations avec à leur tête le président du conseil régional, le docteur Albert Mabry-Touakeus, s'organise pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Alvar Assa est amant et il nous présente quelques départements qui seront visités par le président de la République. Visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Tongkpi à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Biancomo, Zouaounien et Danané sont les départements qui seront visités par le chef de l'État. La superficie de la région du Tongkpi, qui a pour capitale Mans, est de plus de 32 000 km² et sa population est estimée à plus de 600 000 habitants. Une population composée de Yakuba, de Dan, de Toura, de Maou, de Oué, de Malinké et de populations originaires d'autres régions de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique de l'Ouest. Pour le président du conseil régional du Tongkpi, cette visite est capitale. Compte tenu de l'impact de la crise ici, nous aurons donc à échanger avec le président sur toutes ces préoccupations. Évidemment, il vient certainement avec des projets pour nous, avec des appuis aux différentes localités, aux départements. Son épouse est déjà en train de faire de nombreux dons aux femmes de la région depuis quelques jours et nous espérons que la présence du président va nous permettre de relancer à moyen terme les piliers donc, de l'économie de cette région qui pour nous doivent être l'agriculture, le tourisme et les mines. Et nous ferons en sorte que les autres secteurs puissent accompagner donc, ces trois principaux secteurs qui seront donc porteurs d'emploi et d'espérance pour les populations de la région du Tongkpi. Rappelons que pour cette visite d'État, les meetings auront lieu à Biancomo, Danané et Zouaounien. Les populations de Sipilo, Beaupleu, Kampala, Maapleu, Sanguiné, Lieupleu se rendront dans ces chefs-lieux de département pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Nos reporters, comme vous le voyez, sillonnent la région du Tongkpi depuis quelques jours. Ils étaient à Zouaounien où l'orphelinat et le centre de protection pour l'enfance sont dans un état de dégradation très avancé. Ils ont visité ces deux structures. Voici ce qu'ils ont découvert dans ce reportage signé Alvar Assa. L'orphelinat de Zouaounien et le centre de protection de la petite enfance. Ces deux structures qui accueillent les enfants en difficulté dans ce département méritent d'être réhabilitées. L'orphelinat n'existe que de nom, bâtiments délabrés, pas de plafond, conditions d'hygiène déplorables, pas de lit, les bébés et ces êtres fragiles dorment sur des nattes, sur des semblants de matelas et sous des semblants de moustiquaires. Le centre de protection de la petite enfance, s'il a un bâtiment acceptable, a besoin d'équipement. Nos besoins immédiats, d'abord, il y a l'eau qui est source de vie qui nous manque, il y a l'électricité, il y a les besoins didactiques. Dans ce centre, on n'a pas de jeux extérieurs ni de jeux intérieurs. Ces deux centres ont été visités par Mme Yao Sylvie Patricia, directrice de cabinet de la première dame, Mme Dominique Ouattara, et le président du conseil régional du Tongkpi, le ministre Albert Mabry-Touakeus. Si pour l'heure les réalités sont là avec cette visite, l'espoir est à l'horizon pour que ces innocents bébés soient éduqués dans de meilleures conditions. Voilà, je rappelle que le président de la République va effectuer une visite d'État dans la région du Tongkpi du 1er au 4 mai prochain. Et puis dans le courrier départ de la présidence de la République, ce télégramme de félicitations du président Alassane Ouattara adressé à son homologue de la République togolaise, son Excellence M. Faure Ezozimna Nyasingbe, à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Togo. La journée de la sécurité et de la santé au travail est célébrée dans le monde ce dimanche. Cette année, la sensibilisation s'articule autour de la prévention des maladies professionnelles. David Mobio nous en parle. Cette journée observée au plan mondial et consacrée à la promotion des conditions de vie des travailleurs est avant tout une occasion de sensibiliser l'opinion sur la façon de rendre le travail sûr,
salubre et décent, et surtout sur la nécessité d'accorder une importance particulière à la prévention des risques professionnels. Il est bon de savoir que les maladies professionnelles continuent d'être la principale cause de décès liés au travail à travers le monde. Quelques statistiques. Sur 2 500 000 décès au travail constatés chaque année, plus de 300 000 sont dus à des accidents. Les autres décès, plus de 2 millions, sont causés par différents types de maladies liées au travail, ce qui correspond à une moyenne de plus de 5 000 décès professionnels par jour dans le monde, selon le BIT, le Bureau international du travail. Le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail indique que les maladies professionnelles sont à l'origine de souffrances et de pertes considérables dans le monde du travail. Face à ce constat, la Côte d'Ivoire, notre pays, s'est engagé par des initiatives sectorielles dans la promotion de la sécurité et de la santé au travail. Au niveau du secteur privé, par exemple, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et les différentes organisations syndicales de travailleurs ont mis en place une coordination nationale dont les missions principales s'articulent autour de la promotion de la sécurité et de l'hygiène en milieu professionnel. On retiendra pour terminer que plus de 2 millions d'hommes et de femmes sont chaque année victimes d'accidents et de maladies professionnelles, dont 365 000 sont mortels. C'est pourquoi le 28 avril est aussi la journée de commémoration des travailleurs morts et blessés dans l'exercice de la profession. Et comme chaque année, la fête du travail sera célébrée dans le monde entier le mercredi 1er mai. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle aura lieu à la primature en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui recevra les doléances des travailleurs de Côte d'Ivoire. Le président du tribunal de commerce d'Abidjan était l'invité du magazine du dimanche. Dans l'extrait que nous vous proposons, le docteur François Comouin invite les opérateurs économiques et hommes d'affaires à faire confiance à ce tribunal. Je devais faire confiance au tribunal de commerce parce que nous essayons d'apporter une réponse efficace aux défis créés par les litiges économiques. Et devons nous faire confiance parce que nous essayons de travailler de façon diligente, conformément au texte que le président de la République a pris. Nous essayons de travailler aussi de sorte que le tribunal de commerce soit efficace. Et puis, il y a une chose à laquelle nos compatriotes sont très sensibles, c'est qu'ils souhaitent que la justice soit rendue en toute impartialité et seulement conformément aux faits et aux droits. Pour le dire plus clairement, dans ce tribunal de commerce, il n'y a pas de corruption. Tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas un soupçon de corruption dans ce tribunal. On s'intéresse maintenant à la lutte contre l'insalubrité. L'ONG Adam, en collaboration avec les populations villageoises, a initié en 2009 une opération de salubrité dans le village d'Assini Mafia. Objectif, faire de ce village un modèle en matière de propreté. Et pour encourager l'initiative, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a offert du matériel aux populations. Reportage Francis Boifo. Faire d'Assini Mafia un village modèle de propreté dans la région du Sud Comoé. C'est le rêve que caressent les populations et l'ONG Adam. Un tour dans le village et l'on peut se convaincre que ce rêve peut se transformer en réalité. Des efforts ont été consentis pour rendre certaines artères et caniveaux propres. C'est une question de volonté et la sensibilisation a porté sur la volonté. Donc à plusieurs reprises, nous avons demandé aux villageois de se réunir, de se rassembler. On a eu à parler, à discuter depuis un long moment. Parce qu'il y va de notre propre santé. Et ils ont compris à un moment donné quand même, c'est vrai quelques-uns sont réticents, mais d'autres ont compris qu'effectivement, quand l'environnement est aussi propre, c'est synonyme aussi de santé. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable soutient le projet d'amélioration du cadre de vie des populations d'Assini Mafia. Un don de matériel de salubrité a été offert aux villageois. Si on ne salit pas, on n'aura pas besoin de nettoyer. Nettoyer c'est bien, mais si on ne salit pas, c'est encore mieux. Répondant à la préoccupation des populations relative à l'érosion côtière, le ministre Alakwa Dioremi a dit qu'elle est due à la fermeture de l'embouchure située à environ 1 km des îles Eotilé. Il y a un plan à court, moyen et long terme, mais pour l'heure,
l'urgence est l'embouchure de Grand Massab qui doit forcément être réouverte. Et là également, les activités ont déjà commencé. Les études sont en train d'être faites. À partir de juin, on nous dira exactement qu'est-ce qu'il faut faire, quelle option il faut prendre. Et nous allons donc lancer les études de faisabilité afin d'ouvrir cette embouchure. En attendant l'ouverture de cette embouchure, Alaquadio Rémi invite les habitants d'Assini Mafia à entretenir les plages pour favoriser le développement du tourisme et à protéger les mangroves. Les mangroves constituent des sources de reproduction des poissons. De l'eau potable pour les populations d'Adiopo-Doumé dans la commune de Yopougon et elles sont heureuses. Elles vont donc avoir de l'eau. L'Office national de l'eau potable a tenu sa promesse. Les travaux d'adduction d'eau sont en cours dans le village. Les témoignages de Maïsako. D'ici 2 semaines, vos problèmes d'eau vont prendre fin. Tout le monde va... Promesse tenue de la part de l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. L'on en veut pour preuve ce forage dont les travaux se poursuivent et qui permettra de désaltérer près de la moitié des habitants du village d'Adiopo-Doumé dans le quartier de Yopougon au nord d'Abidjan. Le manque d'eau potable dans cette localité s'est vu accentué par la crise post-électorale pendant laquelle des individus se sont adonnés à des vols de compteurs d'eau, occasionnant ainsi une pénurie d'eau courante dans le village. Aujourd'hui, un pas de géant a été réalisé. Ils ont respecté leur dit, puisque la dernière fois où ils étaient venus, ils avaient dit qu'ils allaient nous donner de l'eau et en primo, ils allaient laver les tuyaux. Et c'est ce qu'ils ont fait. La dernière fois, ils ont fait venir de l'eau et ils ont lavé dans les tuyaux. Et avant-hier aussi, ils ont fait aussi laver aussi dans les tuyaux. Jusqu'à présent, ils ont respecté ce qu'ils avaient promis. Si la desserte en eau potable n'est pas encore effective dans la localité, ses habitants, eux, se contentent pour l'heure de l'eau provenant de la pompe publique. Il attache l'eau. Cette eau-là, je suis allé puiser à la pompe, la rue de village. Pour trouver l'eau, là, c'est pas facile. Devant, ça se gâte. Puis nous cherchons l'eau. Bon, s'ils ont réparé, c'est sans trouver l'eau. C'est avant-hier que maintenant ce dossier est venu. Bon, ils disent qu'on va laver le tuyau d'abord avant de nous servir. Ça, on attend. Une chose est certaine, l'ONEP a accompli sa part de responsabilité à travers la construction des forages. La SODECI, Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, est à pied d'œuvre pour l'installation des robinets et compteurs à eau. Au dire des populations, dans un mois donc, chaque famille à Adiopo-Doumé devrait bénéficier de l'eau potable. Toutes ces actions participent donc de la lutte contre la pauvreté. Justement, l'Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire encadre 8 coopératives en difficulté. Ces coopératives du nord, du centre et de l'ouest ont reçu du matériel agricole et bénéficient en plus d'une formation à la bonne gestion et aux nouvelles techniques culturelles. Les explications de Francis Boifo. Elles sont nombreuses, les coopératives des régions centre-nord et ouest, CNO. Celles exerçant dans le secteur agricole éprouvent d'énormes difficultés. On n'arrive pas à bien désherber les champs, alors que quand la semence lutte avec les herbes, en tout cas, ça ne donne pas bien. Pour faire partie de la production à la maison, on a des problèmes. Il faut chercher à louer des camions. Nos produits ne sont pas achetés à de bons prix. Bon, nous travaillons beaucoup et puis on gagne peu. On n'a pas la maîtrise aussi de la gestion de nos avoirs, de nos biens, quoi. L'Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire, OFACI, a identifié 8 coopératives agricoles en détresse. Elle a décidé de leur apporter un appui. Il se situe à 3 niveaux. Il s'agira du renforcement des capacités de ces coopératives agricoles. Ces coopératives seront équipées en matériel de production, en matériel de transport de leurs produits jusqu'à la ville. Et le deuxième axe, c'est l'appui technique. Nous avons un partenaire dans le projet qui est l'ANADER, qui va les former sur la comptabilité simplifiée et sur surtout l'esprit coopératif. Et le troisième axe de ce projet, c'est la régularisation de certaines coopératives. Coût du projet d'appui et de redynamisation des 8 coopératives des régions centre-nord et ouest de la Côte d'Ivoire, 48 millions de francs CFA, dont 33 millions versés par la coopération française et 15 millions par l'OFACI.
Religion à présent, le siège de l'Église universelle du Royaume de Dieu en Afrique francophone a été inauguré à Djamé avec une capacité de plus de 3000 places assises. L'inauguration de ce siège a été une occasion de prière et de réjouissance. C'est ce que nous dit Patricia Oumou-Etia. Regardez plutôt. La communauté de l'Église universelle du Royaume de Dieu est en fête. L'inauguration du siège, situé dans la commune d'Adjamé, a été bénie et consacrée par le responsable de l'Église universelle du Royaume de Dieu en Côte d'Ivoire. Pour l'évêque, le cénacle du Saint-Esprit est à la hauteur de la vision que l'Église universelle du Royaume de Dieu a de la grandeur de Dieu. Nous avons pu y construire, c'est parce que le peuple a donné, ils ont reçu et continuent à recevoir. Et nous profitons pour inviter à toutes les personnes qui sont encore sceptiques à croire en Dieu, pas à croire à l'Église en tant que telle, l'institution, mais au Seigneur Jésus, venir prier parce que nous croyons que le Seigneur Jésus fera de grandes choses dans leur vie. Journée inaugurale marquée par la joie, des prières et des témoignages. Les pasteurs, les auxiliaires et les ouvriers de Dieu ont œuvré dans la ferveur pour exhorter et annoncer l'Évangile. Avec plus de 20 000 membres, l'Église universelle du Royaume de Dieu existe en Côte d'Ivoire depuis 1995. L'église Ariste était également en fête et cette église fêtait son centenaire. Cette célébration a été aussi l'occasion pour les fidèles d'adresser des prières à Dieu pour le repos de l'âme du fondateur de l'église, William Wade Harris, décédé il y a 84 ans. Herman Niamia. 1913-2013, voici 100 ans que l'église du Christ Mission Harris est présente en Côte d'Ivoire. 100 ans au cours desquels cette église aura contribué à prêcher la parole de Dieu pour l'évangélisation des âmes. La célébration de ces 100 ans de présence en terre ivoirienne a été aussi l'occasion pour les fidèles de prier pour le rappel à Dieu du fondateur de cette église, William Wade Harris, rappelé à Dieu il y a aujourd'hui 84 ans. Dieu, il fait grâce tous les 50 ans. Ça fait 2 fois 50, ça fait 100 ans. Nous sommes confiants, nous avons foi en Dieu, que les prières que nous lui avons adressées, Dieu va nous exaucer. Il y a beaucoup de chrétiens en ce moment, mais il faudrait que le chrétien revienne aux valeurs du Christ. L'église du Christ Mission Harris ou église Harris est une église indépendante africaine née de la mission évangélisatrice du prophète William Wade Harris d'origine libérienne. Suite aux révélations personnelles de l'ange Gabriel, selon les dirigeants actuels, Harris commence sa mission dans son propre pays sans grand succès. Il quitte donc le Libéria et se rend en Côte d'Ivoire où l'église fut bien accueillie. Aujourd'hui, l'église Harris compte plus de 3 millions de fidèles. Elle est surtout implantée en Côte d'Ivoire, au Libéria et au Ghana. On ouvre la page sport de ce 20h avec la CAN Junior. Vous le savez, les cadets ivoiriens sont les nouveaux champions d'Afrique. Ils ont battu le Nigeria hier au stade international Mohamed V de Rabat au Maroc. Retour sur cette victoire historique des Éléphantos avec un Benson Pierraka un peu moqueur. Regardez. Quand il est petit, l'éléphant mange beaucoup et son appétit est sans fin. Après avoir tout dévoré sur leur passage dans cette CAN, les Éléphantos tenaient à aller jusqu'au bout de leur aventure. Les petits aigles nigériens l'ont appris à leurs dépens, eux qui ont en plus eu l'outrecuidance d'énerver l'éléphanto en inscrivant le premier but de la partie. L'éléphant a bonne mémoire, c'est connu, et les éléphantos se sont souvenus que c'est bien le Nigeria qui a éliminé la Côte d'Ivoire dans la CAN des seniors. La réaction de nervosité est alors préjudiciable au Nigeria qui concède l'égalisation réussie par Bédia. 1 à 1, l'affaire se règle au tir au but et la ténacité ivoirienne vient à bout des Nigérians. Tireur de penalty. C'est tiré et ça rentre au fond des filets. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique des U17 ans. Historique. CAN, c'est CAN, dirait l'autre. Et les cadets ivoiriens offrent à la Côte d'Ivoire l'occasion tant espérée de se hisser au sommet du football africain. Savourons ce plaisir sans retenue et réservons-leur un accueil à la mesure de leur exploit.
À ce propos, d'ailleurs, ce communiqué du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, il est porté à la connaissance des populations que les éléphants cadets, champions d'Afrique de football, qui vient de se dérouler au Maroc, regagneront Abidjan ce jour à 0h30 par vol régulier. Le public sportif, la presse et l'ensemble du peuple ivoirien sont invités à leur réserver un accueil à la hauteur de l'exploit qu'ils viennent de réaliser. Donc, ils seront à Abidjan ce jour, ce dimanche, à minuit et 30 minutes. Ils arrivent par vol régulier. Ligue 1, 20e journée. La SEC Mimosa a bien préparé son prochain déplacement en Coupe CAF au Burundi en battant la Jeunesse Club d'Abidjan, Trècheville, sur le score de 2-0. C'était cet après-midi au stade Robert Champroux, Alain Doumbia pour les commentaires. C'est devant un bon petit public que les hostilités ont commencé entre la SEC Mimosa et la JCAT. L'action la plus dangereuse de ce premier quart d'heure se situe à la 6e minute. Sur un débordement de la JCAT sur le côté gauche, le centre est mal repris par Anon Eouman. Mais cette première période va basculer en l'espace de 3 minutes. À la 30e, le petit nouveau de la SEC Mimosa, Baloua Adriel Davila, retenez bien ce nom, déborde sur son aile gauche. Son centre, repris par Cabran Stevens, est repoussé par le gardien Niamke dans les pieds de Kofi Gauthier qui ouvre le score pour les jaunes et noirs. La JCAT réagit sur l'engagement, mais le ballon de Séoulou Franck est claqué en corner par le portier Mimo Kobena Sylvain. Sur ce corner de la 33e minute, la SEC se dégage en contre-attaque par le même Gauthier Kofi qui double la mise. 2-0 pour la SEC à la pause. Durant la seconde période, la SEC va gérer son acquis en contrôlant le jeu. La JCAT de maître Adou Nangon, malgré quelques incursions, ne réussit pas à scorer. La SEC l'emporte 2-0 à la grande joie de ses dirigeants et supporters. On a gagné aujourd'hui, ça montre le moral, ça prouve que où on s'en va, on va gagner, on sera qualifié. J'ai vu que la SEC a une bonne équipe, les joueurs sont bien posés. Je pense que c'est un très bon résultat. On avait besoin de ça. On sait qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, mais surtout avant la Coupe d'Afrique. Gagner 2-0. Je pense que le week-end prochain, si nous pouvons gagner là-bas 2-0, ce serait excellent. Les Mimos ont ainsi bien préparé leur déplacement le 5 mai prochain au Burundi contre la Lydia Academy. Je vous propose maintenant quelques informations africaines en bref. On commence avec l'état de santé du président algérien Abdelaziz Bouteflika qui a été victime d'un AVC. Le président algérien de nouveau hospitalisé en France, Abdelaziz Bouteflika, a été victime d'un accident vasculaire cérébral sans gravité samedi en début d'après-midi. Dans la soirée, il a été transféré à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Selon les médecins français, le chef de l'État algérien n'aurait aucune séquelle. À 76 ans, Abdelaziz Bouteflika a déjà eu de nombreux problèmes de santé. C'est une première historique. L'Italie a une ministre d'origine africaine. Cécile Kyenge a prêté serment dimanche. Cette médecin congolaise de 49 ans est désormais ministre de l'intégration dans le nouveau gouvernement dirigé par Enrico Letta. Née en République démocratique du Congo, Cécile Kyenge est arrivée en Italie en 1983. Étiquetée à gauche, cette députée du Parti démocrate milite entre autres pour l'abolition du délit d'immigration clandestine. Importante saisie de drogue en Mauritanie. Samedi, dans l'extrême nord du pays, à la frontière algérienne, les militaires mauritaniens ont récupéré plus d'1 tonne de plaquettes de cannabis, valeur estimée 5 millions d'euros. C'est un signalement de l'armée de l'air qui a permis d'intercepter la cargaison. C'est des réseaux qui sont en train d'être démantelés au niveau de la Mauritanie quand même, parce que les gens ont trouvé la stratégie qu'il faut pour arrêter les opérations qui se faisaient depuis des années, bientôt des dizaines d'années, à l'intérieur du territoire. C'est ce qui est important. Pourtant, cette fois, malgré un vaste déploiement des forces armées, les trafiquants ont réussi à prendre la fuite en voiture. Et puis, sachez que l'Italie a un nouveau gouvernement. En son sein, 7 femmes. Et puis, des coups de feu ont été tirés ce dimanche matin devant le palais Chigi, siège de la présidence du Conseil italien à Rome. 2 policiers et un passant ont été blessés. L'un des policiers est dans un état grave. L'auteur des coups de feu a été arrêté. Et puis, Angelino Alfano, le nouveau ministre de l'Intérieur, évoque un acte isolé. C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Excellente soirée sur RTI 1 et à très bientôt.